Merci beaucoup à tous les deux d'être ici. Est-ce qu'on présente encore Yann Arthus Bertrand? Je ne pense pas. Mais par contre, Louise, je vais vous présenter. Vous êtes œnologue et chef de projet en R&D pour la maison Ruinart. Alors, vous avez fait tous les deux un magnifique film. Je ne sais pas si on a prévu de regarder un teaser. Je crois qu'on va regarder un teaser du film. Est-ce que la régie peut lancer le teaser du film? Ou pas? Je ne sais pas. Alors, je crois qu'on va faire 100 pour l'instant. Il n'y a pas. OK. Il y a quelqu'un qui dit non là-bas. Ouais, OK. Il y a quelqu'un qui dit non. Donc, Bon, avez-vous vu le film Vivant mardi soir à la sur France 2? Levez la main. Voilà. Ça au moins, voilà. Alors, je suis tellement content parce qu'on a fait un carton. Il y a Florent qui est là, qui a un grand sourire. On a travaillé 2 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut. Un peu quand même. Ça reste de la biodiversité. Et on a eu la meilleure note de satisfaction des téléspectateurs depuis septembre, donc j'étais fou de joie. Voilà. Et bravo. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Et félicitations, vous avez bien raison. Et c'est en replay pendant 1 an et gratuit pour toutes les ONG et les écoles. Voilà, donc il y a tout sur le site de Hope Productions. Vous avez comment remettre ce film. On a demandé à 200 réalisateurs français de nous envoyer les images d'animaux qui filmaient, des passionnés de photos animalières, de films animaliers. Et on a reçu 900 heures de Roche. Et on a fait un film incroyable sur la biodiversité en France. Bon. Et il faut bien regarder le documentaire aussi après, le making-of, où on rencontre tous ces passionnés et c'est incroyable. Voilà. Merci Louise. Alors là, on va parler d'un autre film, si vous êtes d'accord, même si... on va parler de biodiversité aussi. On va parler de biodiversité aussi. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce film que vous avez fait avec Ruinart? Louise, Yann, comme vous voulez. Moi, je suis prêt à travailler tout le monde quand je sens qu'il y a véritablement une envie de changer les choses. Et quand Ruinart m'a appelé, me dire voilà, on est en train de faire un nouveau champagne vu ce qui se passait sur le changement climatique, parce qu'en fin de compte, les vendanges qu'ils faisaient au mois d'octobre, ils les font maintenant fin août. Donc il y a une véritable réflexion. J'ai rencontré Louise, qui est une passionnée de biodiversité. On a travaillé ensemble sur les nichoirs, le pesticide, les engrais, la façon de travailler. J'ai senti qu'il y avait vraiment une envie de changer les choses. Et donc j'ai accepté de faire ce film sur le travail ancestral, sur le travail artisanal. Comment est-ce qu'on fait un champagne qui est de plus en plus vertueux et respectueux de l'environnement. Donc ça m'a intéressé de travailler avec eux. Voilà, en gros. OK. Louise? Et c'est surtout cette envie et puis ce besoin que l'on a de s'adapter à ce changement climatique, puisque effectivement, comme le disait Yann, nous, on le touche vraiment du doigt au vignoble. Depuis maintenant des années, on voit que les vendanges ont lieu de plus en plus tôt parce que la température a augmenté de plus de 1,3 degré en Champagne en 30 ans. On voit qu'auparavant, effectivement, comme le disait Yann, dans les années 50-60, on avait des vendanges mi-septembre, voire début octobre. Depuis 2003, on a eu 7 vendanges au mois d'août. Alors oui, ça nous fait rentrer plus tôt et commencer plus tôt, mais ça veut surtout dire que les maturations de nos raisins ont lieu au mois d'août, durant des journées plus longues, avec plus de soleil. Et donc, du coup, on va aussi avoir des changements par rapport aux équilibres dans nos raisins, et donc qui vont donner des équilibres dans nos vins un petit peu différents. Donc ça change le goût, très concrètement? Exactement, ça va changer vraiment cette notion d'équilibre, cette texture en bouche. Nous, on le voit en salle de dégustation. On voit depuis quelques années qu'on a des éléments d'assemblage. Quand je dis éléments d'assemblage, c'est des vins de base, des vins sans bulles encore, que l'on va déguster pour les assembler entre eux pour faire les cuvées que vous connaissez. Et sur ces éléments, on se rend compte qu'il y en a qui sont un petit peu plus mûrs, il y en a qui sont déjà un petit peu plus ronds, il y en a qui sont déjà un peu plus épicés. Et en fait, au début, on arrivait à les assembler avec d'autres éléments pour continuer à faire le blanc de blanc que vous connaissez. Et puis un jour, mon responsable, le chef de cave, Frédéric Panayotis, a voulu essayer de faire un assemblage avec ces éléments pour justement montrer un petit peu cet effet qu'a le changement climatique sur nos vins. Et c'est là où on a commencé à créer cette cuvée. Et maintenant, je suis contente, depuis hier, j'ai le droit de dire le nom de la cuvée. Ça s'appelle Blanc Singulier. Okay. Et donc, c'est un blanc de blanc qui est marqué justement par une année. Donc là, c'est l'année 2018. Et sur lequel on a travaillé pour montrer un petit peu cet effet, avoir des équilibres plus sur la rondeur, sur le fruit mûr. Et également, c'est un champagne sans dosage, un zéro dosage, un brut nature, puisqu'on arrive à avoir ce genre d'équilibre avec ces changements que l'on voit au vignoble.
Est-ce qu'on va pouvoir le déguster maintenant, ce champagne? J'aimerais bien. Attends, ça serait génial. La meilleure façon de parler de ce que tu fais, c'est de le faire goûter quand même. Ah ben c'est sûr, vous vous rappelez la séance de dégustation Alors, qu'on est-ce que avait tu fait as prévu une dégustation pour tous les gens qui sont là? Alors restez après. Non, je rigole. Pas du tout. Non, mais je pense que c'est la meilleure façon d'en parler, c'est de faire goûter. Ben, en revanche, vous pouvez venir à Reims. Moi, je suis venue ce matin en train sans problème, 45 minutes, et on vous le fait déguster à Reims. Alors, vous êtes tous invités à Reims, cher Ruinart. Voilà. Écoutez bien, Louise, on vous invite, mais c'est sérieux en plus, hein, à goûter ce champagne. Exactement, et à voir cet effet qu'on peut avoir sur nos vins. Et ça, c'est vraiment une adaptation là, dans l'œnologie, on va dire plutôt dans la cuverie, dans les caves. Mais on essaye aussi, comme le disait Yann également en introduction, d'avoir une adaptation dans le vignoble. Parce que vous savez, nous, tout commence dans le vignoble. Si on n'a pas des vignobles qui sont résilients, résistants à ces aléas climatiques, on n'a pas de raisin et on n'a pas de vin. Et donc, on a mis en place depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans, un projet qui est un projet en vitiforesterie où on essaye de changer un petit peu nos pratiques viticoles, de réintroduire des arbres, des arbustes, plus de biodiversité, plus de diversité déjà, et après qui permettra plus de biodiversité autour et au cœur de nos vignobles. On travaille sur des couverts végétaux, on va essayer vraiment de construire un vignoble, un écosystème plus en équilibre qui va pouvoir justement continuer à perdurer malgré ces aléas climatiques et malgré cette érosion de la biodiversité pour justement essayer d'avoir plus de vie finalement dans nos vignobles. Alors, ça permet quoi? Alors dis-moi ce que tu as fait, parce que chez Louis, j'ai senti véritablement, dès qu'on s'est rencontrés, une obsession. Comment faire de mieux en mieux, mettre en avant la biodiversité dans tes vignobles. Explique-moi tout ce que tu as fait. Alors, on a commencé déjà par se faire accompagner par des experts, parce que nous, on n'est pas trop mauvais pour faire du vin, mais voilà, ces sujets de plantation, de choix, de sélection, etc., c'est pas forcément notre sujet au départ. Donc, on s'est fait accompagner par des experts pour essayer de penser à un projet qui soit pertinent. Donc, on a un vignoble de 40 hectares. Je ne sais pas s'il y a des champenois parmi vous, mais 40 hectares, c'est énorme en Champagne. Et on a voulu vraiment, sur ces 40 hectares, tester un autre mode de conduite. Ça a commencé par déjà redessiner les contours du vignoble. Rescinder des grosses parcelles qui avaient été créées, vous savez, dans les années 50, comme toute agriculture, la viticulture a aussi eu ce besoin avec d'autres objectifs. On ne vient pas du tout critiquer les anciens, c'était des autres objectifs, mais voilà, l'idée là, c'est d'essayer de remettre les choses à plat et de reconstruire justement des plus petites parcelles avec des barrières naturelles qui permettront à des épidémies de s'arrêter. Donc, qu'est-ce que tu as barrières naturelles? C'est des buissons, des haies. Explique, parce que... Des bocages. Exactement. Avec des nichoirs. Alors déjà, des haies, on va avoir au moins 15 espèces brassées de manière différente. L'idée, c'était pas de... Parce qu'en Champagne, c'est pas courant de mettre des buissons, des haies entre le champagne. Parce que le champagne, ça vaut très cher, donc chaque mètre carré est important. Exactement. Donc mettre des haies, c'est véritablement un effort. C'est ça. Et puis redessiner ces parcelles, parce que du coup, c'est vrai qu'avec un tracteur, c'est plus simple d'avoir juste une grande parcelle. Voilà. Et là, on vient redécouper des parcelles pour réintroduire ces haies. Et en fait, les haies, quand on les a plantées, pour qu'elles prennent bien, ce sont des petits arbustes. Donc, histoire de déjà encourager cette biodiversité qui était existante, puisqu'on a fait des inventaires naturalistes pour voir un petit peu les espèces qu'on avait avec nous. On a mis en place un certain nombre de nichoirs grâce à Yann d'ailleurs, qui nous a présenté un autre Yann de Symbiosphère, qui nous a aidé à mettre en place des nichoirs à mésanges, à chauves-souris, qui en fait sont des auxiliaires pour nos cultures. Et puis, il a aussi inventé un petit gîte à... Ça veut dire quoi, des auxiliaires, qu'on comprenne bien l'intérêt des nichoirs? L'auxiliaire, en fait, du coup, c'est toute cette faune qui peut nous aider à croquer des chenilles, qui peut nous aider également à croquer quelques papillons, etc. Donc, c'est vraiment reconstruire cet écosystème en équilibre, en harmonie, en réintroduisant justement cette diversité de faune dans le vignoble. Et donc, on a mis en place aussi un certain nombre de gîtes à coccinelles et à chrysopes qui sont des auxiliaires, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais les coccinelles, ce sont des grosses mangeuses de pucerons. Et donc, c'est très important exactement de les avoir dans notre vignoble. Et hier, d'ailleurs, on était en train de faire un essai avec des lâchers de coccinelles pour essayer d'amorcer cette pompe de biodiversité, essayer de retrouver plus de population au cœur du vignoble.
Vous Désolée, je voyez parle pourquoi beaucoup. je travaille avec Louise. Hein, voilà. Elle m'a saoulé comme ça dès que je l'ai rencontrée. Et je me dis, je ne peux pas faire autrement que l'aider parce qu'elle a véritablement une envie incroyable de changer les choses. Et Dieu sait qu'en Champagne, il y a vraiment des gros changements à faire, tu le sais bien. Il y a des gros changements à faire, mais on se rend compte aussi que ça bouge beaucoup. Et on voit que... Pas que chez Ruinart. Pas que chez Ruinart, vraiment dans toute la Champagne, on sent qu'il y a énormément de personnes engagées, que ce soit des vignerons, que ce soit le comité Champagne. On cherche vraiment à trouver des solutions pour s'adapter à ce changement. Le problème, c'est s'adapter au changement en faisant toujours le même chiffre d'affaires. Donc c'est un peu compliqué. Il faut savoir que de temps en temps, voilà, il faut peut-être produire un petit peu moins. Et c'est pas quelque chose qui est tellement qu'on a envie de dire, quoi, quelque part. Mais il y a le même rendement. Est-ce que ça marche du coup Alors justement, mais maintenant qu'on a fait ces changements sur cette parcelle de 40 hectares, l'idée c'est un petit peu de regarder ce qui se passe. Parce que on fait cet essai-là, mais la biodiversité, elle ne s'arrête pas aux parcelles Ruinart, elle ne s'arrête pas chez nous. L'idée, c'est de convaincre plus de monde de l'intérêt de la méthode. Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de recul. Et pour pouvoir avoir plus de plantations dans le vignoble champenois. Donc là, on va faire des essais autour de la qualité du raisin, donc de tout ce qui est justement émergence de maladies, rendement, estimation de rendement par rapport à la distance à la haie. Donc j'ai une équipe qui m'aide à faire ces différents suivis lors de la maturation de nos raisins. Et puis, de l'autre côté, on va avoir aussi toute une étude de ce fameux microclimat qu'on va peut-être réussir à créer avec cette haie, avec des capteurs, avec des technologies, des innovations. On va aussi avoir cette grosse problématique que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, qui est comment mesurer la biodiversité. Au-delà des inventaires naturalistes, comment est-ce que je peux mesurer cette biodiversité et vraiment voir si ce que je fais, c'est vertueux ou pas. Et alors, comment vous avez des possibilités de mesurer ça actuellement? Alors justement, on essaye de travailler avec des chercheurs, avec des startups, avec j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui sont ici. J'ai vu qu'il y avait Biodiversity par exemple, pour trouver des méthodes un peu innovantes. Déjà, pas louper le point initial de notre projet. Et puis même, on se rend compte que on l'a déjà un peu loupé, qu'il y a déjà la nature qui se réinstalle et c'est ça qui est fantastique. Je peux citer par exemple l'ADN environnemental que l'on a mesuré sur les différents écosystèmes qui sont en présence sur notre parcelle de Tessie et qui vous donne en fait tous les taxons des eucaryotes, procaryotes, vers de terre et bactéries, champignons. Et du coup, on voit que ne serait-ce qu'après 8 mois, la plantation de cette haie, on voit revenir les vers de terre de surface, exactement. On voit revenir des composeurs de matière organique. Donc c'est extrêmement rapide et ça, c'est super positif pour nous parce qu'on voit vraiment l'effet de nos changements en direct. Louise, qu'on comprenne bien, la problématique de départ, c'est qu'avant, et j'imagine pour beaucoup de champagne à date, il y a beaucoup de pesticides pour protéger les vignes, pour un rendement maximal, comme disait Yann. Et l'idée, évidemment, c'est qu'on ne peut plus faire comme ça. Donc, on doit reprendre des procédés naturels, quitte à perdre un peu de rendement. C'est ça, en fait, l'enjeu. Ouais, c'est une vraie révolution parce que dans tous ces... Quand vous voyez la Champagne, à quoi ça ressemble, c'est quand même un espèce de grand désert de biodiversité. Excuse-moi de te le dire, mais à perte de vue... voilà, toutes ces grandes lignes de vignes. Et en fin de compte, moins il y a de biodiversité, mieux c'est. En fin de compte, tout est artificiel. Et maintenant, c'est le contraire. On essaye d'en rajouter un maximum. Et ça m'a vraiment intéressé de travailler avec Louise, que j'ai senti chez elle, qu'il n'y a pas beaucoup en Champagne, une véritable envie. Il y a beaucoup d'utopie là-dedans. Comment est-ce qu'on va réussir à... C'est une vraie révolution dans la façon de travailler. Et ce qu'ils font est très expérimental, en fin de compte. Qu'est-ce qui va se passer? Essayons de convaincre les autres. Moi, j'adore. Je n'aimais pas trop le champagne, je le reconnais, je ne connaissais rien, mais je reconnais que le Ruinart rosé, j'aimerais bien qu'on fasse une dégustation parce que c'est un champagne extraordinaire. Quand vous viendrez à Reims. et quand j'ai visité toutes les caves, ces kilomètres de caves, j'ai senti véritablement une passion chez les gens qui travaillent. Et quand toi, cette passion devient positive pour la biodiversité, tu es là pour dire oui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'ai été ravi de faire ce film. Qui n'est pas un film publicitaire. Voilà, c'est un film véritablement de... J'avais envie de montrer quoi, que comment des artisans empoignent complètement ce problème de la biodiversité, comment changer les choses. Alors tout n'est pas parfait, mais voilà, et Dieu sait que ça va que j'y vais, je fais des critiques, mais voilà, on va vers une bonne... sur un bon chemin. Et puis on ne sait pas en fait, c'est ça aussi, c'est se dire ok, notre maison, par exemple la maison Ruinart, c'est la plus ancienne maison de Champagne, elle existe quasiment depuis 300 ans. C'est Ruinart qui a inventé le champagne pratiquement, oui on peut dire ça, le moine Ruinart. Bon d'accord, on va pas... En fait le champagne c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est vraiment une invention de plein de monde, plein d'acteurs. Oui. Et il y a plein de chercheurs en sociologie qui ont essayé de trouver l'origine du champagne. Sous Louis XIV. Et finalement il y a plein de monde qui a petit à petit amené sa pierre à l'édifice.
Et on se dit que oui, ça existe depuis 300 ans et qu'aujourd'hui, on remet un petit peu en question en se disant on a des savoir-faire, mais comment est-ce qu'on peut faire avec nos problématiques actuelles pour préserver ce terroir qui est magnifique et pouvoir continuer à élaborer encore des cuvées pendant même plus de 300 ans. Louise, Parce que je pense que le champagne qu'on faisait il y a 300 ans, c'est là-dedans que tu essayes de revenir en fin de compte. Oui, Parce qu'à c'est cette ça. époque-là, il y avait 0 pesticides et énormément de biodiversité. Oui, mais les équilibres n'étaient pas pareils non plus. Donc, ça veut dire quoi les équilibres? les équilibres des vins, justement. Ok, de vin. Et le fait de pouvoir faire ce blanc singulier, c'est aussi... Qu'est-ce que t'appelles l'équilibre? J'ai pas compris. En fait, avant, tu avais aussi un climat qui était complètement différent. En Champagne, c'était très très difficile. Hein. C'était le vignoble le plus septentrional. On perdait beaucoup de gelée. On perdait des vendanges une fois sur deux. C'est pour ça qu'on a inventé des réserves. Et du coup, ça a aussi évolué pour nous permettre d'avoir des raisins et des maturations qui aujourd'hui sont plus poussées comparées à ce qu'on avait auparavant. Et cette expérimentation, l'idée, si ça marche, c'est de le reproduire le plus possible. Est-ce que d'ici 10 ans, toutes vos vignes pourraient être sous comment tu dis Vitiforesterie. Voilà, merci, vitiforesterie, pardon. Non, vas-y, lâche-toi. Ouais, je me lâche. Mon rêve. Alors, c'est le moment de rêver. Oui. L'idée, oui, ce serait déjà de montrer que c'est la bonne solution, parce qu'encore une fois, on ne sait pas. Donc, il faut aussi qu'on puisse avoir ce recul et cette aide de la science pour montrer que c'est la bonne solution, que ça nous permet vraiment d'encourager la biodiversité, que ça nous permet également d'avoir une récolte suffisante pour nos vignerons. Donc, c'est vraiment un équilibre, en fait. Et l'idée, ce serait vraiment de retracer ces corridors, ces haies tout au long du vignoble, de relier la forêt de la montagne de Reims à la vallée de la Marne, d'avoir vraiment des écosystèmes en fait liés qui permettent à ces fameux auxiliaires, hein, parce qu'on peut aussi parler des mammifères, des renards qui nous aident. Ben oui, mais justement, c'est bourré de lapins et on aimerait bien que les renards viennent un petit peu plus dans nos parcelles. Et donc du coup, essayer de retracer un petit peu toutes ces lignes directrices pour créer un écosystème en équilibre. Donc il manque de la donnée pour pouvoir dire ça marche, on multiplie le plus possible. Exactement. Et en fait, ça prend du temps parce que aussi c'est à l'échelle de la pousse des arbres finalement qu'on va commencer à créer justement ces fameuses mycorhizes là que vous avez montrées dans le film Vivant, c'était génial. Ces mycorhizes entre les arbres et la vigne qu'on va pouvoir. Vous savez ces petits champignons. Alors il faut savoir que excuse-moi, tous les arbres, les plantes vivent énormément à travers la mycorhize, les champignons. Dans une cuillère à café de terre, de forêt, vous avez entre 500 mètres et 1 km de fil de mycorhize, dans une cuillère à café. C'est-à-dire que le sol, il y a plus de vivants dans le sol à l'intérieur de la terre qu'à l'extérieur. On le savait un petit peu, mais on a beaucoup travaillé sur le film, et c'est une découverte aujourd'hui. Tous les arbres se parlent entre eux, s'échangent des informations, de la nourriture, avec ces mycorhizes. Et parce qu'en fin de compte, il faut savoir que la matière d'un arbre, le tronc, ça ne vient pas du sol, ça vient du ciel. Hein, c'est la photosynthèse. La fabrication du bois se fait par le ciel. Et donc, à l'intérieur, quand on mettait une bûche dans la cheminée, tout repart dans le ciel, c'est du carbone. C'est pour ça qu'on dit que les forêts sont des puits de carbone. Et les cendres, c'est en gros les oligo-éléments qu'a pris l'arbre dans le sol. Et dans le sol, il y a une vie absolument inouïe de champignons. C'est un réseau Internet gigantesque. Et c'est très, très important. Et tous ces pesticides, ces tassements de tracteurs, abîment le sol. Et les vers de terre, dans le film, on dit que les vers de terre sont beaucoup plus utiles à la vie sur Terre que l'homme. Le ver de terre, et c'est intéressant que tu travailles avec Louise qui se passionne pour ça. Je vous conseille de lire le bouquin je lui ai passé un livre formidable. Je vous conseille sur Actes Sud, sur le réensauvagement, qui est de la ferme Knepp, qui est un bouquin extraordinaire. Tu peux en parler 2 secondes? C'est vraiment comment un endroit redevient sauvage, et c'est un livre extraordinaire qui parle beaucoup justement de la mycorhize et de l'importance des insectes. Et des réseaux. Là, pour le coup, c'est vraiment autre chose. C'est un petit peu plus radical, et c'est vraiment une ferme qui, au début, produisait des vaches laitières, qui a complètement arrêté de produire et a essayé de préserver cette ressource et de réintroduire petit à petit des brouteurs pour justement continuer à préserver ces espaces ouverts, puisque vous savez que s'il n'y a pas de brouteurs, finalement la forêt peut reprendre ses droits rapidement. Et donc ils ont essayé vraiment de recréer un équilibre dans ces espaces préservés. Oui, quand tu pars d'une zone
de l'agriculture intensive et que d'un seul coup, tu laisses tout pousser, de faire un endroit complètement sauvage, les gens ne comprennent pas comment on peut laisser... Et surtout le regard. Les voisins, la nature se gère toute seule, l'homme n'est pas obligé de gérer la nature en permanence. Et donc c'est une réflexion formidable, comment la vie revient. Et voilà, c'est un livre que je donne à tout le monde. Je vous conseille de lire ce livre, c'est Actes Sud, le réensauvagement de la ferme Knepp. Voilà. Ouais, c'est un gros livre, hein, mais c'est passionnant. Ouais. On pourrait arriver en tout cas, si vous allez à Reims, je vous conseille de goûter du champagne avec Louise, parce que vous allez non seulement goûter le champagne, mais vous allez sentir le terroir à travers ce qu'elle vous explique. Et d'être avec des gens passionnés comme ça, faut goûter les choses. Vous ne buvez pas le champagne de la même façon. Et ça que j'ai adoré travailler avec Louise et avec Frédéric, c'est que vraiment, il y a une espèce de passion formidable qui les tient au ventre et surtout, ils ont envie d'être positifs. Alors, c'est aussi souvent, vous travaillez avec des agriculteurs qui nient un petit peu le changement climatique, qui nient le changement, qui sont embarqués dans un système, ils n'ont pas tellement envie d'avancer, c'est plus facile de continuer, alors qu'eux, ils prennent des risques, ils vont en avant. Et ça m'a vraiment intéressé. Voilà. Il faut combien de temps pour que cette terre qui a été un petit peu abîmée redevienne pleine de vie ? Ben là, justement, sur les premiers résultats qu'il faut toujours prendre avec des pincettes. Moi, je suis scientifique, donc dès qu'on n'a pas de répétition, je trouve que j'y crois pas. Mais déjà, là, on voit qu'au bout de 8 mois, on a une certaine vie qui revient. Ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit les vers de terre de surface, que ce soit les collemboles, ces décomposeurs de matière organique qui sont hyper importants. Ces petites espèces qui pourtant sont vraiment importantes dans tout ce qu'on fait et ils reviennent déjà en force. 10 ans. Au bout du 8 mois, il y a déjà de la vie. Ça, c'est incroyable, la résilience de la nature. Franchement, en regardant ces résultats-là, je me suis dit, waouh, ça va vite. Ça va très vite, il y a une vraie résilience, mais il faut savoir qu'en France, on a perdu 80% des insectes volants. Vous savez, on parle toujours de vos pare-brises quand on descendait dans le sud qui étaient couverts de moustiques. On a perdu 80% des insectes volants. Il y avait un papier dans Le Monde il n'y a pas très longtemps qui disait que sans doute, on n'arrivera sans doute pas à retrouver la biodiversité qu'on avait avant. 80% des insectes, ça veut dire qu'on a déjà perdu 30% des passereaux en France et environ 60% des passereaux de plaine. Donc c'est terrible. Donc véritablement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'il faut agir. Je vais finir en vous aussi. disant ça, que c'est très important de manger bio. Je sais que c'est compliqué, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est vraiment un geste personnel important. Manger bio, c'est un peu plus cher, mais en ce moment, la filière bio va très mal. Donc, en même temps, si on a les moyens, il faut vraiment demander. Et puis surtout, arrêter de consommer la viande industrielle qui est en train de détruire la planète, que derrière 40% des grandes céréales, des céréales qu'on fait en France servent à nourrir les animaux ou faire des agrocarburants. Donc, c'est important de manger bio. Je passe mon temps à le dire, j'y arrive pas toujours, mais voilà, si on peut le faire, il faut le faire. Et puis chacun a une action aussi à avoir, que ce soit chez soi, dans son assiette. Oui, parce qu'on mange 3 fois par jour, donc l'action, on peut l'avoir au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot à partager avant la fin ? Le teaser. Allez, on envoie le teaser. Ok, donc on envoie le teaser. Magnifique. Je vais vous raconter une belle histoire. Cette histoire commence il y a plus de 3 siècles. Un moine bénédictin s'intéresse à ce nouveau vin à bulles dont on parle à la cour. Et son neveu deviendra le fondateur de la plus ancienne maison de Champagne. C'est pas beau ce plan, regarde, du maître qui nous attend, c'est magnifique. Hein. C'est un métier qu'on peut pas faire sans passion. Tout le ruinard, c'est vous 3 qui le faites. On va dire que c'est le cœur de l'équipe. Ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Il a évolué avec son temps. Aujourd'hui, dans cette région, comme dans le monde, la priorité est de préserver l'environnement et l'homme. Dans les années 80, on a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, on est vraiment toute une nouvelle génération à aller vers du plus écologique. Le fait d'être en viticulture durable, c'est déjà de limiter les pesticides. J'ai arrêté tous les herbicides. On pouvait produire pareil en travaillant proprement. On a envie que la Champagne continue à vivre plusieurs siècles, donc on n'a pas le choix. Il faut aller dans cette démarche-là. On est vraiment dans cette dimension d'adaptation et de protection de notre terroir, de notre environnement, et de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait cultiver la vigne demain. Dans les années 90, un bouleversement se fait sentir dans la terre, dans la vigne. Il ne cessera de se confirmer, d'empirer, d'accélérer. Les agriculteurs ont été les premiers à le ressentir dans leur quotidien, à le toucher de leurs mains. Ouais, ça fait 35 ans que je suis dans les vignes. Les vendanges, c'était jusqu'au début octobre. Jusque maintenant, on est arrivé à faire des vendanges au 20 août.
L'impact, on le ressent vraiment. Avant, on avait 4 saisons et aujourd'hui, on n'a plus que 2 saisons. Alors, la maison Ruinart s'est inspirée de son expérience et elle s'est adaptée. Et effectivement, en dégustation, on a vu apparaître des vins, des cuves avec des profils un peu différents, un peu plus aromatiques, avec effectivement des notes de fruits exotiques. On s'est dit peut-être que ça pourrait nous permettre d'élaborer un nouveau champagne, une nouvelle cuvée. Ce nouveau champagne, c'est l'aboutissement d'un savoir-faire séculaire. Il est le fruit d'une prise de conscience des vignerons, tournée vers la préservation du terroir et pour les générations à venir.